Merci Patrick d'avoir appelé notre vieille complicité, Patrick au carré. Non, personne ne réagit, donc vous êtes tous fatigués. Effectivement, nous nous côtoyons depuis de tellement de nombreuses années, mais il y a une très très grande différence entre lui et moi, c'est que moi j'ai gardé la couleur de mes cheveux. Mais je n'y suis pour rien, c'est génétique, je vous assure. Mais je dis souvent aux journalistes d'ailleurs, je ne me teindrai pas les cheveux en blanc pour vous faire plaisir, malgré mon grand âge. En tout cas, cher Patrick, c'est un plaisir de te retrouver ici. C'est vrai que nous avons combattu ensemble sur de nombreux champs pour la solidarité. Et chacun à notre place, je crois que nous gardons chevillés au corps les valeurs qui sont les nôtres et qui font que nous continuons à travailler pour ceux qui en ont besoin. Et merci pour tes mots d'accueil. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer, à côté de votre président, votre directeur général, les présidents régionaux ici présents. J'ai d'ailleurs vu que Patrick d'Outre-Ligne avait squeezé une région, parce que jusqu'à nouvel ordre, la loi NOTRe, c'est 13 régions. Est-ce que la Corse n'est plus membre de notre... Ah, les amis corses qui sont là, je les salue bien bas. Mais je vous donne le bonjour des Hauts-de-France. Voilà. Il y a les ch'tis dans la salle. Très bien. Je sais que dans ces cas-là, la démagogie passe toujours. Il n'y a aucun problème en la matière. Mesdames et messieurs, donc saluer toute l'équipe au sens large du terme de l'UNIOPS. Et j'ai beaucoup de visages connus et amis qui sont ici présents. Saluer Monsieur le Préfet, tous les services de l'État. Et dans mes discours, de plus en plus, j'évoque cette notion du plus d'État. Voilà, quand la société, parfois, est en perte de repères, on a besoin d'un État. Et moi qui suis pourtant un élu de la République et qui ai beaucoup porté la décentralisation, je sais que quand les choses turbulent, eh bien, la présence d'un État fort dans les territoires est une source, y compris de sécurisation pour les élus qui eux-mêmes ont plus de pouvoir. Mais c'est dans cet échange, dans ce dialogue permanent que je pense trouver les bons équilibres. Saluer les parlementaires ici présents, chère Fanny, cher Patrick, le respect du Parlement dans la construction des politiques publiques est pour moi une ligne absolument nécessaire à tenir. Et je crois que le Parlement a bien travaillé dans cette mandature, mais cela sera sûrement analysé à d'autres moments qui ne sont pas si loin dans la chronologie des échéances qui nous attendent. Saluer bien sûr les autres élus régionaux, départementaux, métropolitains, municipaux qui me font le plaisir d'être là pour ces quelques moments d'échange, de dialogue et d'écoute partagée. Et puis saluer voilà, tous les animateurs, bénévoles, professionnels de l'UNIOPS qui sont ici en congrès. Vous dire vraiment le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés, mesdames et messieurs, parce que, comme tu l'as dit, cette présidence de l'UNCAS qui m'a tenu presque 2 décennies m'avait permis de croiser très régulièrement toutes celles et tous ceux qui sont ici rassemblés. Mesdames et messieurs, mon premier discours, il n'y en aura que 2, je vous le promets. Mon premier discours n'est pas le mien, ce sera celui du président de la République qui a souhaité donc, que je puisse m'exprimer devant vous en son nom. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et donc, naturellement, je ne ferai que lire ce discours pour, bien sûr, ne pas le faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Il y a des Corésiens dans la salle? Bon, donc vous témoignerez de cela auprès du président de la République. Monsieur le Président, cher Patrick d'Outre-Ligne, mesdames et messieurs, ne pouvant assister à votre congrès comme je l'avais fait en 2013 à Lille, j'ai souhaité vous adresser ce message de gratitude et d'encouragement. Avec ses 25 000 établissements, ses 750 000 salariés, son million de bénévoles, l'UNIOPS et ses militants de la République apportent aux plus vulnérables réconfort et conseil, hébergement et soins, lien social et fraternité. La société a besoin de la capacité d'initiative et d'innovation des associations. Celles-ci veulent un partenariat clair et durable avec les pouvoirs publics et les collectivités. C'est pourquoi j'ai créé en 2014 le label « La France s'engage »
pour donner plus de visibilité à des projets apportant des réponses originales aux défis de la société dans tous les domaines. L'UNIOPS aussi s'engage. Je salue l'initiative que vous venez de prendre de confier à chacun de vos établissements le soin de parrainer une association locale. Comme je sais l'implication qui est la vôtre aux côtés du gouvernement dans la rénovation des missions essentielles du travail social. L'accompagnement est aujourd'hui au cœur des politiques sociales et la réponse doit être le plus possible personnalisée en direction du grand âge, du handicap ou de la maladie chronique. Nous devons aussi garantir la pleine participation des usagers aux dispositifs et aux choix qui les concernent. Depuis 2012, nous avons adopté plusieurs textes importants pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. Des dispositions ont été votées améliorant l'accès au logement, élargissant la couverture maladie et modernisant notre système sanitaire et médico-social. La loi d'adaptation de la société au vieillissement est également une étape importante avec l'objectif de renforcer à la fois l'aide au maintien à domicile et de rénover le cadre juridique et financier des EHPAD. Je sais le rôle de l'UNIOPS dans de grandes politiques publiques, la lutte contre la pauvreté, le développement de l'accueil du jeune enfant, la généralisation du service civique, le développement des soins palliatifs, le 3e plan cancer et la prise en charge du handicap. Les résultats sont là. La création d'emplois a redémarré depuis l'an dernier, même si elle reste insuffisante. Le pouvoir d'achat des Français augmente à nouveau, y compris pour les plus modestes. Les inégalités de niveau de vie diminuent depuis 2012, après 10 années de hausse. La production de logement social s'accélère. L'offre d'hébergement d'urgence est accrue de 10 000 places par an depuis 2012. Plusieurs de ces mesures ont besoin de temps pour produire tous leurs effets. Et je comprends l'impatience, celle des jeunes en difficulté d'insertion, celle des familles confrontées au handicap de leurs enfants. Le regard porté sur l'enfant ou l'adolescent à protéger, la personne isolée, le chômeur de longue durée, renvoie toujours au ressort de la société pour prévenir l'exclusion et à l'exigence de donner une seconde chance à chacun. La vocation de l'UNIOPS, des associations et établissements qui la composent, est donc plus que jamais irremplaçable. Je vous souhaite un excellent congrès et vous exprime mon soutien pour les actions que vous portez inlassablement chaque jour, signé le Président de la République. Mon discours. Et là, je peux me permettre d'évoluer en fonction de ce que j'ai pu entendre ici ou là. Et je vous donnerai l'expression personnelle qui est la mienne en la matière. Monsieur le Président, cher Patrick, quelle société voulons-nous? C'est autour de cette question que vous nous réunissez. Vous nous réunissez et une question fondamentale qui est une question politique, je dirais même par excellence. Votre congrès, en cette période, est très important. Et le discours que je viens d'entendre, et malheureusement les travaux que je n'ai pas pu suivre, mais j'espère avoir bien sûr tous les comptes rendus de ces travaux dans les semaines qui viennent, bien ce congrès, c'est le congrès de l'énergie, et nous avons besoin de la créativité de tous. Et je le dis devant le président de l'UNIOPS, devant tous ceux qui l'entourent, ce n'est pas une flatterie, ce n'est pas une formule convenue, c'est une conviction ancrée dans une vision de ce que doit être notre démocratie, au cœur de ce que je souhaite appeler une république ferme et bienveillante. Nous vivons dans un monde complexe, car les grandes idéologies qui le structuraient jusque dans les années 80, 1980, se sont délitées. Dans un monde complexe, car il est ouvert et que nos économies sont imbriquées. Dans un monde complexe, car la technologie a conduit à son accélération à bien des égards. Cela a été rappelé il y a un instant. À cette complexité, nous devons répondre par la pluralité, et une pluralité positive. C'est par l'addition des expériences et des intelligences que nous pourrons dominer avec force cette complexité et ainsi gagner en souveraineté, gagner en liberté collective et individuelle. Car nous voulons, et je sais que vous partagez ce sentiment, mesdames et messieurs, nous voulons une société ouverte, une société dans laquelle nous avons du pouvoir sur nos existences, une société dans laquelle nous pouvons choisir comment orienter nos vies, une société où le libre arbitre est encouragé. Alors, à cette vaste question
que vous vous posez. Quelle société voulons-nous? Ma réponse a un nom qui a été utilisé par le président d'Outre-Ligne, l'engagement. Comme antidote, cet engagement, antidote au plus grand péril, à mon sens, représenté par ces mots, les mots MAUX et les mots MOTS, d'indifférence, de résignation, de repli, et peut-être le mot le plus terrible en cette période, le mot d'ignorance. Alors oui, il y a des défis à relever. Le premier défi pour moi, c'est celui de la radicalisation. Comment faire face à la radicalisation? Eh bien, il faut s'engager. Je reprends cette phrase du regretté Charb, mort en janvier 2015 dans les conditions que vous savez, à Charlie Hebdo. Charb disait en 2012 « J'ai moins peur des intégristes religieux que des laïcs qui se taisent ». Eh bien, mesdames et messieurs, avec leur imperfection et leur manquement, nos sociétés démocratiques ont construit des sociétés tolérantes, laïques, où les femmes sont les égales des hommes, où être chrétien, musulman ou juif n'entraîne ni la peur ni la stigmatisation, où l'homosexualité est considérée comme une sexualité normale, où la culture et la liberté d'expression et avec elle la vie sont célébrées. Je voudrais vous dire, bien sûr, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire, mais il n'y a pas non plus d'angélisme à porter. Car face à nous, il y a une idéologie totalitaire, obscurantiste, qui s'oppose frontalement à tous ces principes fondamentaux que je viens d'évoquer. Être dans le déni ne fait que renforcer cette idéologie. Et si peut-être certains d'entre vous en doutez, n'oubliez jamais la génération Bataclan. Continuons à vivre. Continuons à vivre sans anxiété, mais aussi avec le sens des responsabilités. Nous devons être partout présents, auprès de notre jeunesse notamment, pour que celle-ci ne soit jamais la proie des prêcheurs de haine, des forces violemment réactionnaires. Il faut être là le soir, le week-end, dans les territoires menacés. Il faut être là le soir, le week-end, sur Internet. Le rétablissement des crédits aux 7 500 associations qui œuvrent dans la politique de la ville, 50 millions au dernier semestre 2015, plus de 100 millions en 2016, doit aussi servir à cela, même si bien sûr, le mal de la radicalisation peut frapper ailleurs que dans ces quartiers, y compris en secteur rural. Mais moi, j'ai souhaité, vous le savez, nommer les choses, assumer nos responsabilités et agir pour qu'aucun individu, aucun groupe, au nom d'une religion, au nom d'une philosophie, au nom d'une idéologie, puisse s'ériger au-dessus des lois de la République. Rousseau disait déjà « La liberté n'est pas l'anarchie du laisser-faire, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. » Et je pense qu'il faut méditer cette phrase en cette période difficile pour notre pays, pour notre société, pour notre République. C'était le premier défi. Un défi, encore une fois, sans amalgame, encore une fois, sans angélisme. Deuxième défi, face à la précarité, il faut s'engager. Nous avons une dette à l'égard de ceux dont la condition est indigne, ceux qui vivent dans la misère, ceux qui souffrent de trop de privations. Nous avons une dette à l'égard de ceux à qui la République a fait une promesse d'égalité qu'elle n'a pas toujours tenue. La pauvreté n'est pas un choix personnel, elle est la conséquence d'un dérèglement collectif. Et chacun d'entre nous peut être à l'initiative de ce dérèglement collectif. La pauvreté a le visage de ces femmes qui vivent seules avec leurs enfants, elle a pris le visage de ces enfants dont le destin semble scellé. La pauvreté s'hérite parfois, et je le sais pour avoir été longtemps à la tête de cette Union nationale des CCAS, la pauvreté s'hérite de génération en génération dans ces familles. La pauvreté a pris le visage de ces jeunes qui sont sortis trop tôt de l'école et qui galèrent pour trouver un emploi. Moi qui ai fait, vous le savez,
de la justice sociale le cœur de mon engagement depuis maintenant 40 ans, eh bien, je sais qu'aucun de ces visages ne peut me laisser, ne peut vous laisser insensible. Et je salue sincèrement l'action, chacun à votre niveau, chacun dans vos responsabilités, pour tenir ce défi, relever ce défi par votre engagement de tous les jours. Et puis un troisième défi, le défi de la relégation sociale territoriale, un défi qui peut paraître symbolique pour certains et qui est pourtant au cœur de nos préoccupations. Il faut s'engager, prendre sa part pour que la promesse républicaine ne soit pas que des mots pour se donner bonne conscience. Que de territoires concentrent de tels niveaux de pauvreté, de chômage, d'habitat dégradé, de violence est insupportable. Avec nos politiques de solidarité, avec les territoires les plus en difficulté, la ville, mais aussi le monde rural, nous intervenons massivement et malheureusement sans doute encore insuffisamment. Je n'aurai pas de langue de bois devant vous. Je sais ce que sont les contraintes des comptes publics. Je sais ce que sont aujourd'hui les efforts qui sont assumés par l'État, mais aussi par les collectivités territoriales. Et je sais aussi que parfois vous subissez dans votre fonctionnement quotidien le fruit, entre guillemets, et la conséquence de ces différents efforts nécessaires néanmoins pour que la France tienne toute sa place au rang international. Mais tout de même, et je remercie votre président de l'avoir reconnu, en tout cas de l'avoir évoqué en tant que tel, nous créons des digues contre cette relégation sociale. Sur le plan social, justement, je n'oublie pas les 250 000 emplois d'avenir. Je n'oublie pas les 50 000 garanties jeunes. J'aurai tout à l'heure l'occasion de rencontrer des jeunes en garantie jeune à la mission locale. 50 000 en 2015, qui seront 100 000 en 2016, 200 000 en 2017 pour faire face aux enjeux que cela représente. C'est la première fois qu'un tel dispositif est envisagé pour des jeunes qu'on appelle dans les jargons technocratiques les JAMO, les jeunes avec moins d'opportunités, ou en anglais les NEETs. Et je me souviens, à l'époque président du Conseil général du Nord, que l'engagement de créer la garantie jeune avait été pris devant le congrès de l'UNIOPS à Lille en 2013 par le président de la République. Je n'oublie pas les 15 000 emplois starter pour une intégration directe dans l'entreprise pour les jeunes qui aujourd'hui sont immédiatement employables. Je n'oublie pas non plus le plan 500 000 apprentis qui profitera aussi aux jeunes des quartiers prioritaires, c'est certain. Tout ceci peut paraître une série de dispositifs, mais qui n'ont qu'un seul objectif, qu'un seul but, faire que cette jeunesse puisse retrouver toute sa place dans la société, au moins sur le plan économique, même s'il y a encore beaucoup à faire pour que les jeunes prennent leur place dans le plan social au sens large du terme, et y compris politique. Mais ça, c'est un autre débat. Sur le plan économique, c'est la création de l'Agence France Entrepreneur pour soutenir les créateurs issus des territoires, l'ancienne politique de la ville, mais ce n'est pas une critique de ma part, c'est simplement une continuation, une réforme permanente. On n'avait pas imaginé finalement de donner les moyens aux créateurs de créer leur propre énergie économique, pensez plutôt faire venir de manière exogène de l'activité économique dans les quartiers, notamment au travers des zones franches urbaines. Et là, l'idée, c'est de faire émerger de manière endogène la création d'entreprises, et cela est possible quand on regarde le parcours de très nombreux jeunes dans ces quartiers que je tiens à saluer. C'est aussi la création de la grande école du numérique pour donner de nouvelles opportunités de réussite à la jeunesse. Sur le terrain de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, il n'y a pas de liberté sans sûreté, selon l'expression de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous avons créé 80 zones de sécurité prioritaires. Et je sais qu'à côté du choc de citoyenneté que j'ai l'honneur de porter en partie, il faut aussi un choc de sécurité dans ces quartiers qui souffrent plus que d'autres, nous le savons bien, de ces difficultés. Sur le terrain de l'éducation, création de 60 000 postes affectés là où il y en a le plus besoin, et notamment avec le renforcement du réseau d'éducation prioritaire. Je ne veux pas polémiquer, mais je suis fier d'appartenir à une équipe gouvernementale qui porte ces créations de postes en 5 ans,
quand d'autres en avaient supprimé 80 000, et je sais les dégâts que cela signifie dans ces quartiers, et quand je sais aussi que la scolarisation des moins de 3 ans avait été quasiment supprimée il y a quelques années. Nous savons toutes et tous ici dans cette salle qu'un enfant de milieu social pauvre, scolarisé très tôt, est un enfant qui aura plus de chances pour s'en sortir dans l'avenir, et nous avons rétabli ces moyens aujourd'hui, j'en suis particulièrement fier. C'est aussi le rétablissement de 100 millions d'euros aux associations qui avaient été supprimées entre 2009 et 2012, je l'ai déjà évoqué, et aussi le recrutement d'éducateurs sportifs, parce que le sport est un formidable outil d'intégration pour des jeunes en difficulté. Et puis, le défi démocratique. Faire, non pas pour, vous connaissez l'expression, mais faire avec la création systématique d'un conseil citoyen dans les quartiers de la politique de la ville pour que les habitants puissent eux-mêmes prendre part aux décisions qui les concernent est aussi une avancée que je souhaitais évoquer. Alors oui, mesdames et messieurs, alors oui, face à l'invisibilité sociale qui frappe les personnes handicapées cette fois-ci, il faut s'engager comme j'ai pu le développer pour d'autres sujets. Alors oui, face aux défis climatiques, énergétiques, il faut aussi s'engager. Face à tous les désordres, il faut s'engager. L'engagement, c'est la condition pour relever les défis collectifs que je viens d'évoquer. C'est une manière de conduire sa vie, de lui donner de la valeur. Et je vous invite, au travers vous, par votre exemple, à favoriser ce prosélytisme de l'altérité. Nous voulons, dès le plus jeune âge, susciter ce goût pour l'action généreuse, ce souci fondamental de l'autre. Cela passe par une culture de l'engagement qui commence, encore une fois, dès l'école. 300 heures d'enseignement moral et civique, cela passe par la journée défense-citoyenneté qui a vocation, pour moi en tout cas, à évoluer, à s'enrichir pour aller plus loin que cette journée importante, mais cette simple journée de brassage des populations. Cela passe par le développement exponentiel du service civique. Merci à l'UNIOPS, merci aux URIOPS de considérer que le service civique est une chance pour tous finalement et donc pour la société. Il concernera une demi-génération, 350 000 jeunes chaque année à partir de 2018. Cela passe par la création d'une réserve citoyenne pour ceux qui veulent intervenir auprès de la puissance publique, et cela passe évidemment par la vitalité associative que nous soutenons dans un contexte budgétaire que tous connaissent ici. Un partenariat que nous avons voulu renouveler avec la signature de la Charte des engagements réciproques en février 2014. Des financements que nous avons voulu sécuriser par la définition légale de la subvention, la diffusion de la circulaire du Premier ministre en septembre dernier et désormais la publication d'un guide d'usage de la subvention. Cette vitalité associative que nous essayons de libérer avec la dématérialisation des principales démarches, c'est aussi cela, permettre la création d'associations, leur développement, leur pérennisation. C'est sous le signe de l'engagement, mesdames et messieurs, que je porterai donc ce projet de loi pour l'égalité et la citoyenneté que vous connaissez peut-être déjà dans ces grandes lignes, projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres le 13 avril prochain. De nouvelles mesures de soutien à cet écosystème de l'engagement seront prises. Sans dévoiler plus qu'il ne convient ce projet, la reconnaissance de l'engagement sera effective. Dans le domaine universitaire comme dans le domaine professionnel, l'engagement sera enfin considéré dans tout ce qu'il apporte à la personne en termes d'épanouissement et d'enrichissement. Ce projet de loi en particulier instaurera un congé pour engagement de 6 jours fractionnables pour tous ceux qui assument des responsabilités au sein du monde associatif d'intérêt général, une mesure qui vient compléter le compte engagement citoyen prévu dans le projet de loi travail de Myriam El Khomri et qui permettra notamment aux bénévoles des instances dirigeantes, via le compte personnel d'activité, d'acquérir des heures de formation. Ce projet de loi égalité et citoyenneté étendra encore les opportunités de volontariat en service civique. D'autres mesures encore viendront l'enrichir et je fais confiance aux parlementaires, mes amis ici présents, qui ont vocation à le compléter naturellement autant que de besoin. Mesdames et messieurs, ce projet de loi, le comité interministériel égalité et citoyenneté qui sera concomitant en termes de présentation, eh bien, sachez que vous pouvez y contribuer vous-même. Et je vous invite, puisque Patrick Doutreling nous a proposé de co-construire le travail de la politique publique, je vous invite à regarder ce site
Je vais le dire tranquillement pour qu'il puisse être retranscrit ici. Égalité-citoyenneté-participer.gouv.fr. Égalité-citoyenneté-participer.gouv.fr. Eh bien, quand on appelle à la tribune la co-construction, j'espère que ce soir, mes statistiques vont exploser grâce à vous. Parce que c'est l'occasion. C'est la première fois dans l'histoire de notre République, je suis très immodeste en disant cela, qu'un comité interministériel sera précédé d'une consultation numérique ouverte au grand public. Et je pense qu'il faut aussi moderniser ce contact direct avec nos citoyens. Vous êtes des citoyens, vous êtes des acteurs engagés du monde associatif. Profitez de ce site pour pouvoir marquer votre terrain et faire valoir aussi vos différentes idées. Mesdames et messieurs, pour conclure, se passionner pour les autres, faire de l'altruisme, de la générosité les moteurs de sa vie, c'est admirable au sens littéral du terme. Pour ma part, ce sont les valeurs de la République et du progrès social qui m'animent depuis, je dirais, mon engagement politique initial. On peut trouver cela un peu naïf, diront certains, mais j'ai la conviction qu'elles font la grandeur de notre nation et tout simplement la grandeur d'un être humain. Je crois les avoir en partage avec vous, et cela suffit réellement à me réjouir et à m'avoir incité de venir devant vous présenter ces quelques mots. Merci pour votre écoute, merci pour votre mobilisation et surtout merci de défendre notre idéal républicain.